Bonjour Jacques-Philippe Chevalier. Bonjour. Vous êtes expert comptable, associé au sein du cabinet Easyco, membre du groupement France Défi, et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer votre expérience. Je voudrais savoir en particulier comment vous faites quand un client vient vous voir et il dit « je veux transmettre mon entreprise et je voudrais trouver les moyens de la valoriser et d'en tirer le meilleur prix ». Alors déjà, première question, quelle est la première étape de la démarche ? Je crois que la première étape de la démarche, c'est la préparation à la session. On se rend compte qu'en réalité, les aspects psychologiques sont fondamentaux. C'est est-ce que je suis prêt à vendre ? Est-ce que j'ai réfléchi à ce que je vais faire ? Est-ce que j'ai des projets après ? Est-ce que tout ça sur le plan familial est déjà vu et paraît harmonieux ? Est-ce que je ne vais pas avoir une rupture sociale brutale ? Est-ce que j'ai réfléchi à mes revenus futurs ? Est-ce que j'ai fait un bilan retraite ? Enfin, etc. Bref, l'idée générale, c'est de faire en sorte que notre cédant soit vraiment en situation de vendre et qui ne recule pas en fait au dernier moment, parce qu'en réalité, il n'est pas vraiment préparé à changer de vie. Oui, donc au-delà des aspects purement comptables, il y a aussi ces aspects psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quels sont ces aspects psychologiques ? Alors oui, j'ai envie de dire qu'en gros, pour moi, 80% du dossier, c'est psychologique. Quand les conditions sont réunies, alors les conditions, c'est quoi ? On vient d'en parler pour le cédant. Donc imaginer un autre projet de vie, être préparé, avoir les revenus qui vont bien, enfin, etc. Avoir mis tout ça en adéquation. La deuxième chose, c'est quand même régler la question aussi quand même de l'approche assez globale du prix de cession. Il y a énormément de désillusions lorsqu'on arrive au moment où on commence à rentrer dans la vraie valorisation. Il y a des vendeurs qui ne sont pas des vendeurs parce qu'ils sont vendeurs à un prix. Je suppose que tout le monde a déjà eu cette réflexion. Oui, moi je suis tout à fait prêt à vendre tel objet, à condition qu'on m'en donne un prix qui n'est évidemment pas le prix du marché. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un jeu de séduction qui s'exerce entre le cédant et le repreneur. Un cédant, c'est une partie de sa vie, c'est des employés, des salariés, des collaborateurs, une vie commune, c'est un peu une famille, une seconde famille professionnelle. Donc il est absolument indispensable de bien choisir son acheteur. Et pour ça, ça passe d'abord par le fait de le reconnaître professionnellement, personnellement, humainement, très souvent. Donc tout ça est très très important. Une fois qu'on a déjà réglé ces questions-là, on est pas mal avancé dans l'opération. Après, je dirais que le monde appartient après plus au comptable, mais c'est à ce moment-là que ça se joue vraiment, pour éviter les reculs de dernière minute. Alors justement, on va parler des aspects comptables. Une fois que ces aspects psychologiques sont traités, comment valoriser l'entreprise ? Pour reprendre une expression consacrée, comment rendre la mariée belle ? Alors, je l'ai déjà dit, la mariée belle, ce n'est pas une expression qui me satisfait. En réalité, l'idée n'est pas du tout de faire en sorte de rendre la mariée attractive. Je crois qu'il faut avoir une vision extrêmement claire de ce qu'on vend, et dans quelles conditions on est susceptible de le vendre. Un prix, c'est le prix, on le dit souvent, c'est le prix qu'un acheteur est prêt à mettre, quelqu'un de sensé est prêt à mettre pour acheter une entreprise. Aujourd'hui, la plupart des pièges, c'est quoi ? C'est une surévaluation dans l'esprit du chef d'entreprise. Et là, l'expert comptable a une responsabilité, parce qu'il ne doit pas laisser partir son client sur des valorisations qui font plaisir au client, mais qui n'ont aucune chance d'aboutir. C'est un peu comme en matière de vente de biens immobiliers, c'est la même chose. Deuxième aspect des choses, l'évaluation d'entreprise n'est pas une science exacte, on croise un certain nombre de paramètres, et aujourd'hui il y en a un qui est brutal, d'une brutalité absolue, c'est le financement. Si votre entreprise ne sort pas des résultats qui permettent en fait de payer la dette senior, donc si vous n'avez pas un apport cash qui permet d'avoir un niveau d'endettement qui vous permet de payer cette dette senior, votre dossier, votre valorisation sont complètement obsolètes et ne pourront jamais passer. Donc ça c'est extrêmement important. Et il faut enfin se défier d'une chose, ce sont les réserves qui en fait ont un caractère historique, c'est-à-dire pendant des années, 30 années, 35 années, 40 années, nous avons engrangé des résultats, puis en fait on se rend bien compte que sur les dernières années, on avait effectivement un trésor de guerre en réserve, on n'a pas distribué de dividendes, et c'est ce que je vous disais en aparté, quelque part c'est le mistigris fiscal, puisqu'on se retrouve avec ou de la trésorerie inutile, ou au contraire des résultats qui ne sont plus du tout d'actualité. Il faut regarder les résultats futurs, et c'est sur cette base-là qu'on va surtout faire notre évaluation. Même chose pour l'immobilier. Même chose pour l'immobilier. Alors évidemment, en matière immobilière, on sait bien que l'immobilier alourdit la note. Acheter et l'entreprise et l'immobilier, c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Donc en général, on essaye de préparer un montage qui va faire qu'à un moment donné, soit dès l'origine, soit en cours de parcours, on va faire en sorte que l'immobilier et l'entreprise elle-même soient plutôt séparés. D'ailleurs, souvent, l'immobilier revient au patrimoine familial. On envisage plutôt ça comme un immeuble de rapport et de la transmission aux enfants, sauf évidemment dans les cas où il s'agit d'immobilier spécifique. Je pense à des usines, des ateliers, etc., qu'on ne trouve pas dans le parc habituel de l'investisseur privé. Pour conclure, vous qui accompagnez des entreprises au moment de la transmission d'entreprise, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les bonnes pratiques en matière d'accompagnement ?
Alors, les bonnes pratiques en matière d'accompagnement, c'est pour moi de régler vraiment de façon extrêmement sérieuse tout ce préambule que je décrivais tout à l'heure qui a caractère Les aspects psychologique. on y revient. C'est-à-dire, on a un vrai acheteur, on a un vrai vendeur. Ils ont tous les deux les profils. Il y en a un qui est content de transmettre son entreprise à ce jeune chef d'entreprise. Son expérience lui convient, sa technicité lui convient, son management et sa façon d'aborder les personnels et les collaborateurs lui convient. Il sent qu'il ne va pas casser le jouet, il ne va pas brutaliser. Et il y a aussi cette fameuse période d'accompagnement dont on parle souvent qui est nécessaire, mais qui peut également être un piège. Alors, quelle durée, à votre avis? Quelle durée optimale? Moi, j'ai envie de dire que 6 mois, c'est largement suffisant. Ça dépend évidemment de la typologie des entreprises. Mais enfin, on parle d'une façon générale pour des entreprises qui n'ont pas une spécificité telle que ça nécessite un accompagnement plus long. Plus long, c'est avoir 2 patrons en permanence. Alors, vous savez, pour le repreneur qui a fait le chèque, c'est extrêmement difficile de se retrouver à un moment donné dans une entreprise qui ne maîtrise pas parce que l'ancien patron est toujours là et qu'en définitive, la passation de pouvoir ne se fait pas vraiment. Oui, il y a un risque de perte de contrôle. Il y a un risque de même pas arriver à le prendre. Hein? Donc ça, j'ai déjà vu dans un certain nombre d'entreprises. C'est pour ça qu'il faut un accompagnement, mais je dirais plutôt un peu derrière le rideau pour aller voir les fournisseurs, les clients, etc. Veiller à ce que les choses se passent bien, donner du conseil, être conseil du patron, mais pas avoir, à mon avis, une présence réelle, un peu comme si rien n'avait changé entre la période du précédent propriétaire et du repreneur. Eh bien, Jacques-Philippe Chevalier, merci d'être venu partager votre expérience sur Xerfi Canal. Merci. Je vous en prie.